Si t'es DevOps, je suis sûr que tu utilises Terraform et Terraform c'est un super outil, mais c'est aussi un outil qui te permet de faire des catastrophes en production. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 trucs et astuces que j'utilise personnellement pour éviter de faire ces catastrophes. La première astuce, c'est de minimiser le nombre de drifts que tu as dans ta config. Ta config Terraform, elle doit être dans un repo Git partagé avec tes collègues. Et si tu l'as pas fait, ça, je te conseille de le faire immédiatement. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est de centraliser ton state file dans un storage S3. Un moyen en fait de partager ton state file avec tes collègues et d'être sûr que quand tu applies tes changements, le state file soit à jour immédiatement et partagé avec tes collègues. Donc ça c'est la base pour limiter les drifts. Mais également ce que tu peux faire, c'est une cron job que tu vas exécuter toutes les nuits qui va vérifier qu'il n'y a pas de drift quand tu fais Terraform plan et qui va envoyer une alerte sur ton Slack dès qu'il y a un drift. Et dès que le matin tu vois qu'il y a un drift, il faut tout de suite le corriger, le supprimer et modifier soit la conf Git, soit ta config dans le cloud pour être sûr qu'il n'y a plus de drift ensuite. Une autre astuce que j'utilise pour limiter les drifts, c'est que quand j'ai besoin de faire des tests, quand j'écris une config Terraform, j'ai besoin d'appliquer les changements et j'ai pas envie de changer le state file qui est commun à tout le monde. Donc je vais télécharger le state file en local sur mon laptop, je vais modifier la conf Terraform pour targeter ce state file là et je vais tranquillement tester ma conf, faire des applies, tout ça. Une fois que j'ai fini, que mon commit est prêt, que j'ai créé ma pull request, je vais effacer toutes mes ressources et je vais recréer les ressources en mergeant la pull request, en refaisant un apply propre clean. Et à ce moment-là, je vais utiliser le state file qui est centralisé. La deuxième astuce, c'est de faire son Terraform apply dans une CI, dans un job de pipeline de déploiement dédié. Alors autant que possible. Des fois, je fais le Terraform apply sur mon laptop parce que j'ai pas le choix, donc ça c'est au cas par cas. Mais généralement, je trouve ça nettement plus sécurisant d'exécuter sa conf Terraform depuis un job dans la CI, quoi. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ça va historiser toutes les modifications, donc il n'y a plus de petits Terraform apply que tu peux faire en douce sans que tes collègues aient compris. Donc ça rend toutes les applications de configuration complètement transparentes, historisées, traçables. Donc ça c'est vraiment assez important, surtout si vous êtes plus de 3 ou 4 dans votre équipe. À la limite, si vous êtes moins de 3, ça va. Mais après plus de 3, ça devient vraiment chaotique de travailler comme ça, sans CI. Donc c'est vraiment fondamental de faire un Terraform apply depuis sa CI. Ce que j'aime bien dans mon job de CI pour Terraform apply, c'est de mettre une petite confirmation utilisateur. Donc l'utilisateur va devoir confirmer le plan d'exécution de Terraform avant d'être exécuté. Donc ça c'est pas mal et ça permet d'éviter de faire des catastrophes. En staging, je apply directement, mais en production, je confirme systématiquement avec l'utilisateur avant d'apply. Donc si vous faites ça, il y a une pratique à utiliser dans Terraform. Il faut faire Terraform plan.out dans un fichier. Et ça va vous permettre de stocker le plan d'exécution tel qu'il a été fiché dans Terraform plan au moment de l'apply. Donc vous faites l'apply en 2 stages. Vous faites d'abord le Terraform plan et ensuite Terraform apply du fichier qui a été généré précédemment. Ça c'est super important. Un autre truc très pratique, j'utilise beaucoup Azure et j'ai 2 comptes utilisateurs et mes collègues également. On a tous un compte admin et un compte utilisateur. Le compte admin, on a mis un thème qui est différent du thème utilisateur. Il a un fond noir et l'utilisateur a un fond blanc. Et donc on a tout de suite une confirmation visuelle à un élément très direct de quel utilisateur on a quoi. Donc le compte admin c'est simplement un compte qui a toutes les permissions qui nous ont été attribuées dans l'organisation et le compte utilisateur a un set plus restreint qui permet de faire des bêtises genre effacer une base de données, effacer un storage super important ou ce genre de truc. Ce qui est bien en plus c'est quand même d'avoir le même thème chez chaque utilisateur. Ça, comme ça, quand vous travaillez au bureau, que vous êtes derrière l'écran de quelqu'un et que vous travaillez ensemble, ça donne un aspect visuel et ça partage l'information avec vos collègues. Une autre astuce, c'est de mettre des locks, des verrous, sur toutes les ressources qui sont critiques dans votre environnement en production. Donc ce que j'aime bien, c'est avoir des process qui soient débile-proof. J'adore ce mot, débile-proof. Pour être sûr que vous pouvez opérer votre prod avec 2 QI, quoi. Alors pourquoi ? Parce que si vous êtes DevOps, vous êtes forcément d'astreinte et si vous l'êtes pas, vous allez bientôt l'être. Donc ça peut vous arriver de vous réveiller en plein milieu de la nuit
et de pas être très frais, quoi, de pas avoir toutes ces capacités intellectuelles, d'être un peu dans le brouillard. Et en plus de ça, vous allez avoir le stress, l'urgence de la production qui marche pas, des utilisateurs qui vous envoient du support pour vous dire que la prod est KO, tout ça. Donc ça, c'est du vécu, hein. Je l'ai vécu cette année. Et donc SRE, c'est quand même SRE ou DevOps, c'est un métier qui est quand même assez difficile pour ça. Vous êtes dans le feu de l'action. Il y a des moments où vous allez être dans le feu de l'action et il faut vraiment anticiper ces moments, surtout si vous l'avez pas déjà vécu. Donc ça va vous arriver et c'est super important que vos process soient devil-proof. Donc quand vous mettez des verrous comme ça, vous êtes sûr que vous pouvez pas faire de grosses bêtises, genre cliquer sur Delete dans Azure sans faire exprès et d'effacer un stockage que vous n'auriez pas dû. Alors même si Azure a déjà des protections pour ça, hein, en général il faut quand même mettre un message de confirmation, recopier le nom du storage, appuyer sur OK, mais bon, on sait jamais et par expérience, ça m'est déjà arrivé dans certaines organisations, donc c'est vraiment, là je parle vraiment en termes de vécu. Donc les verrous ça m'a permis déjà d'éviter des catastrophes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ces verrous avec mon compte utilisateur et en tant qu'utilisateur, je vais me retirer les permissions d'effacer le verrou. Et je ne vais pouvoir effacer le verrou qu'avec mon compte admin. Donc si je mets le verrou dans ma conf Terraform, je peux l'appliquer, mais je ne pourrai pas le supprimer, à moins d'utiliser mon compte admin avec Terraform. Et donc en gros, c'est une petite astuce qui me permet d'éviter d'effacer les verrous dans Terraform. Sinon, ça sert à rien. La dernière astuce, c'est que dans tous les storage critiques dans lesquels vous avez mis des verrous et que vous avez sauvegardé, si j'aime bien pouvoir tester des trucs dans Azure pour voir ce qui se passe quand je dis un storage par erreur. Et là, je vais voir en fait la facilité dans Azure pour les restores, parce que parfois, si par exemple vous effacez votre base de données MySQL dans Azure, vous avez plus dans la UI l'historique de vos backups, mais vos backups existent toujours dans Azure. Mais c'est bien de l'avoir fait en pratique, de l'avoir expérimenté, parce que vous allez voir comment ça marche. Donc des fois, il y a des petites lignes de commande à faire. Ça, c'est écrit dans la doc dans Azure, mais il y a des petites actions à faire avec la CLI d'Azure pour restore vos backups. Donc rassurez-vous, hein, si vous effacez vos storage comme ça, vous allez pouvoir tout restaurer, hein. Tout est prévu dans la plupart des grands clouds, soit AWS ou Azure ou Google Cloud. Il y a toujours moyen de restaurer ces trucs, mais des fois c'est pas possible à faire dans la UI, et surtout des fois ça prend beaucoup de temps. Donc une base MySQL, des fois ça peut prendre 40 à 45 minutes pour être restore. Donc ça, ces trucs-là, c'est bien de les avoir expérimentés. Alors, si vous êtes SOC 2, si vous êtes ISO 27001, normalement vous avez déjà effectué ces procédures de disaster recovery, hein. Mais des fois, vous pouvez les pousser un peu plus loin pour voir ce qui va se passer dans certains cas que vous n'avez pas prévu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites attention à votre prod, faites attention à votre conf Terraform. Allez, ciao!